Hello à tous. Perso, j'ai eu plusieurs héros dans ma vie. Des réels, comme des joueurs de basket ou de foot, et des virtuels. Batman, ce vieux héros de droite, mais ne jugez pas, on l'a tous aimé à l'époque sur France 3, ou encore Vegeta et Goku, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Et en y réfléchissant bien, mon autre héros de jeunesse est une héroïne, et tu la connais sûrement. C'est Buffy, la tueuse de vampires. J'en ai même une preuve, je l'ai dessinée il y a bien 20 ans, durant mes jeunes années adolescentes. Si t'as jamais eu la curiosité de mater cette série à l'époque, ou que tu es plus jeune que moi et que l'aspect un peu vieillot de la série te démotive pour te laisser tenter aujourd'hui, laisse-moi t'encourager à dépasser tes premières impressions et à lui donner une chance. Surtout si tu as un tout petit peu de conscience politique et que des valeurs comme l'égalité, la fraternité, plutôt la sororité, te touchent. Mais aussi des valeurs comme le don de soi et la force, mais utilisées à bon escient. Par contre, spoiler alerte, si tu connais pas encore le Buffyverse, attention, je vais révéler ici certaines intrigues de la série. Un peu dans le désordre et n'importe comment, mais file quand même mater les 7 saisons et reviens en vitesse. On va faire 2 vidéos sur l'incroyable série Buffy. Sans mentir, je dis incroyable, mais à mesure que je prends de l'âge, c'est vraiment devenu une de mes œuvres de fiction préférées. Tout l'inverse de Batman. La première vidéo, celle-ci donc, s'intéressera surtout aux valeurs défendues par la série, explicitement ou en sous-texte. C'est toujours plus efficace quand un message n'est pas obvious. Et la deuxième vidéo traitera surtout des différentes critiques que la série adresse à la société de son époque, mais d'ailleurs toujours à notre société actuelle. T'es prêt? On est parti. Comme tu l'as vu dans le titre, on va commencer par l'aspect féministe de la série. Disclaimer, je fais cette vidéo malgré les révélations faites par plusieurs actrices sur le comportement du réalisateur Joss Whedon sur le tournage, que j'ai découvertes lors de l'écriture de cette vidéo et qui ne sont pas à minimiser ou à passer sous silence. Je te mets quelques liens en description du coup si tu veux en savoir plus. Néanmoins, on peut dire que la série Buffy est féministe. Buffy déjà est l'héroïne d'une série d'action. Elle est extrêmement forte, elle passe son temps à ridiculiser les sportifs de son lycée, alors qu'elle est toute petite, blonde, ce qui était le cliché de la jeune femme en détresse dans les films d'action ou d'horreur des années 90. On voit ici un renversement des codes, des clichés du cinéma, et ça a été fait de manière volontaire par les créateurs de la série. Il y a quelque chose de stylé, d'audacieux, à renverser les codes à une époque où cela ne se faisait presque pas. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est devenu banal, et donc beaucoup moins subversif. Le but était de créer de nouvelles représentations pour toute une génération d'adolescentes et d'adolescents, afin à la fois de rendre les mecs moins virilos, macho cons, et les filles plus badass, fortes, stylées, sans toutefois en faire des bourgeoises capitalo-compatibles. Sur le rôle de Buffy dans la promotion d'un féminisme basé dans les séries, je vous ai mis un petit article de recherche en description. D'ailleurs, la manière dont le rôle féminin de la tueuse est à la fois dominant physiquement, mais dominé symboliquement par le rôle de l'observateur n'est pas anodin. C'est réel, c'est-à-dire que ça représente quand même une réalité de nos sociétés. Même les femmes qui répondent aux codes de la société en s'émancipant économiquement, par exemple, peuvent continuer à être dominées parce que femmes, par exemple, dans le foyer, dans le ménage. Heureusement, vers la fin de la série, Buffy va renverser aussi cette domination-là et s'émanciper de cette tutelle tout en continuant sa mission. C'est-à-dire qu'elle a intériorisé les besoins de la société et elle continue à y répondre, mais non plus par une injonction extérieure, une vraie anarchiste. Dans Buffy, de plus, il n'y a pas qu'une héroïne isolée avec plusieurs hommes autour d'elle, non, non. Buffy a une meilleure amie, Willow, qui va jouer au fur et à mesure des saisons un rôle de plus en plus important, même majeur, j'y reviendrai un peu après. On a aussi la mère de Buffy, et surtout la sœur, qui vont avoir un rôle récurrent, bien que moins important. Et finalement, on peut aussi mentionner d'autres personnages féminins, comme Cordelia, Anya, Tara, ou citer toutes les tueuses qu'on va voir défiler au cours des saisons, Kendra et Faith dans les premières saisons, et aussi toutes les nouvelles dans la dernière saison. En fait, c'est une série d'action contraire à celle qu'on a l'habitude de voir, parce qu'en fait, elle met en scène beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et c'est assez rare pour être souligné. D'ailleurs, même du côté des méchants, il n'y a pas que des hommes. Il y a aussi des femmes puissantes du côté du mal, comme Drusilla, Gloria, Harmony, et on pourrait aussi citer Faith, voire Willow, qui font un petit tour du côté des forces du mal à un moment donné. Bref, dans Buffy, le test de Bechdel, du nom de l'artiste Alison Bechdel, est réussi haut la main. Vous connaissez pas ce test? Vous êtes sérieux? C'est simple, si une série, un film ou une BD met en scène au moins
Première condition, 2 personnages féminins explicitement nommés. Deuxième condition, que ces 2 personnages féminins ont une scène entre elles où elles se parlent. Et troisième condition, que ces 2 personnages féminins se parlent sans évoquer leur relation à des hommes, le test de Bechdel est réussi. Ça paraît pas extrêmement compliqué. Et pourtant, la grande majorité des œuvres échouent au test, ce qui montre à quel point la plupart sont sexistes et misogynes, même de manière insidieuse. On s'en rend pas compte, mais en fait on a toujours un homme, toujours 2 hommes, toujours 3 hommes, et en fait la femme, la plupart du temps, joue un rôle d'apparat, voilà, elle est la compagne d'un homme qui mène lui réellement des actions. Dans les séries des années 90, c'était extrêmement courant que les femmes restent cantonnées dans des rôles de plantes, de lampadaires. Buffy, comme Charmed, renversait les clichés à ce niveau-là. Autre point important, les sorcières sont bien vues dans la série, contrairement à leur traitement dans l'histoire réelle et aux légendes qu'on raconte sur elles depuis belle lurette, en Occident en tout cas. Légendes qui font que ces femmes puissantes sont ridiculisées, violentées, tuées, bref, vues comme moches et méchantes. Et c'est pas pour rien. Dans une société patriarcale, il ne faut surtout pas laisser émerger des figures à la fois féministes et puissantes. Sur le sujet, je ne peux que vous inviter à aller lire le livre Sorcière de Mona Chollet, of course. Dans Buffy, avec Willow, on a un exemple de femme forte, puissante, c'est même l'humaine la plus forte du monde sans aucun doute, ou alors j'oublie quelque chose, dites-le moi dans les commentaires, et ça change un peu les choses, parce que d'habitude les femmes puissantes font peur, et donc on évite de les mettre en avant, même dans les œuvres de fiction. Empuissanter les femmes de la série, et donc les spectatrices, n'est pas la seule vertu de la série. Elle le fait aussi sur le thème de l'homosexualité. Ce qui est aussi novateur dans la série, c'est l'homosexualité, qui n'est pas traitée comme une question à part entière, une question sur laquelle il faut en faire des tonnes, c'est trop souvent le cas encore dans des séries aujourd'hui. Néanmoins, c'est intéressant par exemple de noter que la réaction de Buffy quand Willow lui annonce qu'elle est avec une fille, avec Tara, un peu en décalage, est assez criante de vérité. Et ça fait plaisir que les personnages ne soient pas parfaits, tout lisses et juste contents et fassent comme si de rien n'était, alors que dans les années 90 et encore aujourd'hui, annoncer son homosexualité peut susciter des réactions un peu particulières, déviantes, etc. Il y a aussi une légende qui circule sur la série Buffy, comme quoi le premier baiser lesbien des séries serait dans Buffy. Alors j'ai pas creusé la question, donc pareil à vos claviers si vous avez la réponse. Bref, tout ça pour dire que dans la série, les relations non hétéro existent comme dans la vraie vie, tout simplement. On n'en fait pas des tonnes, mais on ne fait pas non plus semblant que ce serait 100% accepté, 100% bien vu par tout le monde, et c'est plutôt bien vu, c'est plutôt bien équilibré. Ni nier l'existence de ce fait social, ni nier les oppositions à l'existence de ce fait social. C'est réaliste de traiter la chose comme ça, même si c'est traité dans une œuvre par ailleurs de style fantastique et pas du tout réaliste. De manière générale d'ailleurs, dans la série Buffy, l'amour est traité de manière réaliste et pas uniforme. Il y a de grandes et belles histoires d'amour bien traitées, mais elles ne sont pas forcément linéaires, elles connaissent des hauts et des bas, elles sont variées, elles peuvent être hétéro, homo, mixtes, donc entre personnes de couleurs de peau différentes, mais aussi entre humains et démons, entre démons et vampires par exemple. Elles sont traitées à la fois chez les gentils, mais aussi chez les méchants. Qui n'a pas été captivé par l'histoire entre Spike et Drusilla? Il y a des séparations, il y a des moments de violence, il y a des coups d'un soir. Bref, la série, encore une fois, est très réaliste et pas idéaliste, même sur ce thème vu et revu, et donc toujours délicat à traiter. Dans cette série, comme dans beaucoup d'autres œuvres fantastiques, les personnages imaginaires, les vampires, les loups-garous, les monstres, incarnent la différence. Mais ici, même les humains incarnent la différence. Une différence parfois moquée, mais qui est finalement toujours traitée comme une autre forme de normalité. Je veux dire par là que même quand quelqu'un se moque de quelqu'un d'autre dans la série, cette moquerie n'est pas acceptée et acceptable, car souvent ce sont les héros et les héroïnes qui la subissent, donc le spectateur se place de leur côté. Du côté des geeks, du côté des freaks, du côté de ceux qui rentrent pas toujours dans les cases, et donc ont tendance à les soutenir. Ça a certainement participé à aider beaucoup d'ados à se sentir mieux dans leur peau. J'en fais peut-être partie. Allez, ça va. Oui, la marge, la différence est valorisée dans Buffy. Oz, par exemple, est haut potentiel et un peu bizarre, il parle pas, il exprime difficilement ses sentiments.
Willow est certainement aussi d'une intelligence rare, et en plus elle est mal dans sa peau, dans son corps d'ado, elle se cherche vestimentairement parlant, elle est très geek, ce qui est encore très mal vu à l'époque, très fan de l'école. C'est certainement une des premières séries qui met en avant la culture geek et la valorise, alors que c'est devenu assez banal aujourd'hui. On a aussi Giles, l'observateur de Buffy, qui est un rat de bibliothèque. C'est pas considéré comme cool, hein, même à l'époque, de traîner au CDI toute la journée. On se moque gentiment sur son accent anglais. Cordelia, elle est un peu vue comme la nunuche de service, alors qu'en vérité, son personnage va évoluer, et elle va être traitée avec un peu plus d'épaisseur au fur et à mesure de la série. On va se rendre compte qu'elle n'est pas si cruche, qu'elle a de belles valeurs, qu'elle a beaucoup de courage. On peut continuer, hein. Buffy et Alex, ou Xander en VO, sont pas très scolaires au lycée, ils ont des mauvaises notes, ils oublient qu'il y a des contrôles, ils font le mur, ils ont peur pour leur avenir, mais on n'en fait pas non plus par essence des personnages qui sont fiers d'être en marge. Au contraire, ils s'inquiètent, ils se posent des questions. On sent que c'est pas une position si cool que ça d'être un peu rebelle, d'être un peu à la marge. Je trouve d'ailleurs que ce sujet est particulièrement bien traité, car les réalisateurs arrivent à montrer l'ambivalence de la place de l'école chez les adolescents. C'est à la fois un lieu d'ennui, un lieu de violence, un lieu de domination réelle et symbolique, mais c'est aussi le lieu de l'amitié, le lieu de la solidarité, un lieu où on peut trouver l'amour, et enfin un lieu censé ouvrir aux études supérieures et au monde du travail, mais qui n'en donne pas forcément les moyens à tous. Bref, c'est un monde qui plaît et en même temps qui a du mal à parler aux ados. On peut aller plus loin sur le personnage de Xander. Il vient d'un milieu où l'enfant n'est pas bien considéré. Son père boit trop, ne démontre pas de sentiments à son égard. C'est intéressant parce qu'une fois adulte, il va se mettre en couple avec Anya, un démon, soit dit en passant, et on se rend compte que l'enfance qu'il a connue a laissé des traces. Il a peur de reproduire le schéma de ses parents, d'être un mari paresseux, alcoolique, ce qui va mettre en péril sa relation. En fait, Xander, c'est un personnage très intéressant car il est celui qui incarne le mieux la vision sociologique, je dirais même bourdieusienne, qui est contenue dans Buffy. À travers lui, on voit un continuum entre des problématiques familiales, des difficultés d'intégration à l'école, des difficultés scolaires puis professionnelles. Il rate son bac, il passe rapidement dans le monde professionnel, il devient un barman puis ouvrier. Il a des difficultés à trouver sa place entre ses amis qui continuent leurs études et le monde du travail. Il y a un vrai déterminisme dans sa trajectoire. Et s'il a parfois du mal à assumer sa trajectoire, justement, aux yeux des autres, on sent néanmoins que dans l'écriture de son personnage, que les auteurs, eux, ne le jugent pas du fait de sa trajectoire. D'ailleurs, il finit par plutôt très bien s'en sortir. Tara, elle, est une fille ultra timide, qui semble avoir été bègue plus jeune, elle a des difficultés d'intégration. On comprend que, comme pour Xander, elle vient d'une famille difficile, en l'occurrence, qui a opéré une vraie coercition sur les femmes, car ce sont des sorcières, on en parlait avant, et qu'elles en tirent plus de pouvoir que les hommes, ces derniers les maltraitent en retour parce qu'ils ne supportent pas d'être dominés. Tara va peu à peu gagner en assurance au sein du Scooby Gang, le nom qu'on donne au groupe d'amis de Buffy, car les gens y sont globalement bienveillants, doux et à l'écoute. Même si au début elle a du mal à trouver sa place, encore une fois, rien n'est tout blanc ou tout noir dans Buffy, c'est ça qui rend la série réaliste, elle va devenir un personnage important dans la série. Dawn a le rôle de l'ado dans tous ses excès, colérique, boudeuse, voleuse. Mais elle est aussi un personnage très sensible, très intelligent, à considérer avec attention derrière ses crises. On voit bien que les scénaristes nous envoient un message à travers elle, en montrant parfois des adultes autoritaires et dépassés, et au contraire des adolescents bien plus conscients, sensibles et fins qu'ils n'y parlent. Enfin, comment ne pas mentionner Anya et son incapacité à tourner sa langue dans sa bouche avant de parler, et son amour de l'argent qui nous fait bien rire. Elle aussi, en négatif, constitue une critique du côté politiquement correct, policé, voire hypocrite de nos sociétés, mais aussi de son capitalisme absurde. En parlant d'Anya, même la limite entre méchant et gentil n'est pas traitée dans une dichotomie un peu superficielle. D'ailleurs, ça doit vous rappeler DBZ, avec Goku qui va ramener petit à petit tous les méchants du côté du bien. Dans Buffy, certains vampires ne sont pas seulement méchants et vont même jusqu'à combattre leur propre espèce. On peut évidemment citer Angel et Spike, deux vampires avec lesquels Buffy va vivre une relation amoureuse. Mais on a d'autres personnages traités comme des monstres dans les séries d'horreur classiques, pas dans Buffy. Là encore, on a un renversement des codes traditionnels. Oz est un loup-garou qui se rend compte de sa malédiction et donc s'empêche de tuer les soirs de pleine lune en s'enfermant dans une cage. Anya est un ancien démon vengeur qui perd ses pouvoirs et alors qu'elle pourrait les récupérer, tombe amoureuse d'un humain, le bon Xander, et renonce donc à son pouvoir.
Et à l'inverse, on a des humains qui sont pas tous gentils. On peut citer Ethan, ancien ami de Giles, qui n'a de cesse de tenter de déclencher la fin du monde. On peut penser au trio, composé de 3 véritables losers, j'en reparlerai dans la deuxième vidéo. Le trio est intéressant car ce sont des pauvres types, pas attirants, pas populaires, nerds, etc., qui cherchent à se venger du monde et, ce faisant, en deviennent extrêmement méchants, jusqu'à tuer de sang-froid. Je rappelle que Warren tue son ex et Tara, blesse Buffy plusieurs fois. Est-ce que ce serait une critique des incels avant l'heure? 100% oui. On a aussi Willow, gentille parmi toutes, qui, quand elle pète un câble et veut se venger, est prête à détruire la planète. Pareil, j'en reparlerai. Et le racisme alors? Bon, si on devait adresser un petit bémol à la série, ce serait celui-là, qui est quand même beaucoup lié à l'époque où la série est sortie, il y a près de 25 ans, je le rappelle. Il y a peu de représentation de minorités ethniques au sein des personnages récurrents, surtout dans les premières saisons. On peut noter une tueuse, Kendra, dans la 2e saison, et Mr. Trick, l'adjoint du maire Wilkins, un vampire, dans la 3e saison. Ah, et une sorte de relation à distance de Giles, dont j'ai oublié le prénom, si vous l'avez à vos commentaires. Mais c'est tout. Surtout, le racisme n'est jamais une question. Sauf que c'en est une dans les sociétés des années 90 et c'en est toujours une aujourd'hui. On le voit dès qu'on parle de police, de justice, d'accès à l'emploi ou à l'immobilier. Il aurait donc été intéressant que la série mette en scène quelques personnages de toute couleur, nationalité et religion, éventuellement pour évoquer le sujet. Disons que la série participe mieux à combattre le manque de représentation des femmes et les clichés sur l'homosexualité que les problèmes de représentation et les clichés sur les minorités ethniques, c'est un fait. Peut-être que on peut dire que c'est traité à travers la différence entre humain versus démon. Peut-être. On va quand même donner un bon point à la série sur le sujet. Proportionnellement, au fur et à mesure des saisons, il y a un peu plus de personnages non blancs, entre le nouveau proviseur Robin Hood et certaines potentielles noires, asiatiques, latino-américaines. Allez, on passe à notre dernier point. L'art et la culture sont mis en valeur dans Buffy. Si on pense aux activités principales des héros de la série, surtout durant les premières saisons au lycée, on les voit faire quoi? Aller à la bibliothèque, faire des recherches, leurs propres recherches. Bon, je rigole, hein, c'est pas du tout une série complotiste. Lire et lire encore, apprendre à se servir d'un ordinateur. Je rappelle, la série a 25 ans, donc on est vraiment au début des ordinateurs personnels, et on le voit dans la série. C'est pas du tout une série qui est anti-science, anti-progrès, anti-technologie. On les voit faire quoi d'autre? Aller boire des coups, écouter de la musique au bronze, se trouver le soir chez les uns ou chez les autres pour regarder des films, parfois en noir et blanc, des dessins animés. On note aussi de plus en plus de références à la pop culture vers la fin de la série, via le trio, mais aussi via Xander. Pourquoi ce que je dis là, c'est un fait non négligeable? Bon, c'est sûr que nos héros et héroïnes se battent contre les forces du mal assez régulièrement, hein, ça reste une série d'action en bonne et due forme. Mais l'art, la culture, la connaissance sont très valorisés dans la série. Et ça, c'est assez rare pour être souligné. Surtout après avoir dit que notre Scooby Gang, surtout Buffy et Alex, ne sont pas forcément les plus scolaires du monde. Sur ce sujet, on note quand même une évolution puisque Buffy passe d'une élève très médiocre au lycée à bonne élève au début de la fac et on sent que ça l'épanouit. Et on l'a déjà dit, mais Giles, Willow, Oz incarnent tous des figures qui, dans d'autres séries, auraient plutôt été des personnages très secondaires, un peu moqués car trop intello et trop inintéressants. Bilan de cette première partie. Qui que l'on soit, quelle que soit sa classe sociale, quels que soient ses goûts et sa personnalité, et même quelle que soit son identité, on peut se sentir valorisé en regardant Buffy et ses amis. Sauf qu'on est un homme blanc, viriliste, conservateur peut-être, ou un démon sans âme, mais c'est peut-être synonyme. Et tout ça sans que cela soit revendiqué à chaque instant. Ça reste avant tout une série d'action, d'humour, légère et divertissante. Vraiment, si avec tout ce que je viens de vous dire, vous ne vous dites pas que la série a l'air cool ou que ça vous donne envie de vous refaire tous les épisodes, je sais pas quoi faire pour vous. Dans notre deuxième épisode, on changera de perspective et on parlera des différentes critiques que la série adresse à notre société et croyez-moi, je vais essayer de pas être trop redondant. Allez, abonne-toi pour ne pas rater l'épisode 2 et partage l'épisode 1 pour convaincre tout le monde de se refaire les Buffy, c'est hyper important. Bisous.